Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre parents et enfants de façon authentique. Dans ces premiers épisodes, nous parlerons plus spécifiquement de l'école. On traverse un moment de notre histoire qui réinterroge à la fois notre présent et notre passé et qui identifie certaines choses qui nous ont été verticalement imposées pour des raisons qui n'apparaissent aujourd'hui plus légitimes. Les femmes veulent se réapproprier leur accouchement. Les consommateurs souhaitent avoir davantage de contrôle sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Des innovations émergent grâce au financement participatif et donc à l'écart des modalités institutionnelles ou commerciales que l'on pensait incontournables. Bref, on observe l'émergence d'une sorte d'intelligence collective qui œuvre de façon horizontale par la mise en réseau de chacun. Une intelligence collective qui serait au service du recouvrement d'une certaine forme de souveraineté. Et dans ce même mouvement, l'école, qui semblait aller d'elle-même comme un fait naturel, est de plus en plus réinterrogée dans sa légitimité. Alors oui, ça n'est pas chose facile que de questionner la place de l'école, car nous avons été enfants et nous sommes aussi passés par là. Nous n'avons jamais été invités en tant qu'enfants à donner notre accord sur le fait d'aller en classe ou non. Il fallait y aller, c'était comme ça. Il fallait s'y soumettre au risque de s'exposer à des sanctions. Mais si l'école n'apparaît plus naturelle car elle est réinterrogée, alors elle peut faire l'objet de propositions différentes. On peut suggérer des écoles alternatives ou même, de façon plus radicale, des alternatives à l'école. C'est bien ce qui émerge depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse d'écoles démocratiques, alternatives, d'écoles à la maison, de unschooling, ce sont autant de possibilités que nous tâcherons de découvrir dans ces premiers épisodes. Dans la continuité du précédent épisode qui donnait la parole à François Bégodeau, ancien enseignant, c'est Émilie Roudier que j'accueille aujourd'hui. Tous les deux ont été de très bons élèves et tous les deux ont bien perçu, de leur place de prof, les limites de l'école telle qu'elle est pensée aujourd'hui, notamment dans ce qu'elle attend des écoliers et la place qu'elle leur assigne. Émilie, comme François Bégodeau, a quitté l'éducation nationale. Elle a démarré sa carrière en tant que professeure des écoles en classe unique où elle a pu, nous allons l'entendre, expérimenter diverses pistes pédagogiques. À la différence de François, après avoir quitté l'éducation nationale, elle a continué l'enseignement en créant sa propre école alternative. Elle nous raconte avec lucidité son parcours, fait de hauts et de bas, de moments de grâce et de périodes tendues. Actuellement, elle accompagne ses 2 enfants en instruction en famille, oscillant entre unschooling et école à la maison. Le fil conducteur de son parcours me semble être un geste éthique. Organiser les conditions qui permettent aux enfants et aux adolescents d'apprendre en coopérant, dans le respect de leur autonomie et de leur créativité. Ils en tirent, selon son point de vue, d'inestimables bénéfices dans leur relation à eux-mêmes ou aux autres, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants. Émilie nous expose donc ici sa démarche, alimentée par une volonté tenace d'offrir les meilleures conditions possibles à l'apprentissage et à l'évolution individuelle des enfants. Bonjour Émilie Roudier, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jessie, avec plaisir. Alors je te présente en quelques mots, tu es maman de 2 enfants de 3 et 7 ans en unschooling, en école à la maison. Tu as été professeure des écoles pendant 5 ans. C'est une expérience que tu relates dans un témoignage écrit disponible chez The Book Edition qui s'intitule « Je suis allée à l'école ».
Tu as ensuite travaillé en maison d'enfants avant de créer ta propre école associative dans laquelle tu as travaillé durant 2 ans, il me semble. C'est ça. Tu es passionnée par la parentalité, tu accompagnes aujourd'hui les parents et tu réalises des supervisions pour les personnes qui souhaitent créer des écoles hors contrat. Alors, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience, déjà peut-être de ton rapport à l'école en tant qu'élève, puis en tant que prof, et puis des prises de conscience qui ont eu lieu sur ton chemin de prof, qui t'ont permis de faire ce parcours-là? On t'écoute. Alors, eh bien, moi, j'adorais aller à l'école. Voilà, j'y suis allée très tôt, j'avais 2 ans et 9 mois. J'étais du style très bonne élève, première de la classe, qui veut tout faire très bien. Le cahier, le classeur, tout bien écrit, tout bien rangé, voilà, tout parfait. Et en même temps, une pression énorme, hein, pour ça. Et puis, vite cataloguée comme très bonne en maths, donc un petit peu moins bonne en français. Aucune ouverture sur les arts. Alors, le sport, ça allait, mais les arts, aucune ouverture, je chantais mal, je dessinais mal. Voilà. Donc, assez vite classée, maths, sciences. C'est vrai, c'était facile pour moi. Donc un parcours voilà comme ça. Au collège, grosse pression pour être la première de la classe. Ok, donc ben moi j'étais une élève première de la classe quoi, qui aimait avoir tout juste, tout bien, tout propre, tout bien écrit. Voilà. Assez vite quand même, j'ai été cataloguée comme bonne en maths, bonne en sciences et un petit peu moins en français. Enfin si, orthographe, grammaire, oui, un petit peu moins en production d'écrit, moins bonne en art, voilà, je sais pas chanter, choses comme ça, je sais pas bien dessiner. Donc voilà, catalogué maths sciences, première de la classe. Au collège, grosse pression pour être la première de la classe. Je suis vraiment rentrée dans ce système-là à fond. Pas vraiment d'épanouissement en dehors de l'école. Toujours aucun intérêt pour l'art, la culture. Et puis la lecture, ça m'est venu très tard, à 16 ans, par exemple. Mmh. Voilà. Mais on peut très bien être premier de la classe sans tout ça. Ça marche très bien. Mmh. J'ai voulu faire différents métiers. Alors j'ai voulu faire instit, prof de maths, prof d'anglais, prof d'histoire et géo, prof de physique, prof de bio. Et voilà, j'avais pas d'autre idée en fait que enseigner. De toute façon, quand on va à l'école, en fait, on connaît le métier de nos parents et le métier d'instit. Mmh. Voilà, en gros, je connaissais un peu le métier de mes grands-parents paysans. Voilà, c'était instit. C'est vu instit tout prof. J'ai fait des études de sciences physiques, hein, qui m'ont beaucoup plu. Et puis après, voilà, l'IUFM. Je suis pas du tout arrivée à l'IUFM en voulant remettre en cause quoi que ce soit. Oui. J'y suis arrivée, alors j'étais dans un petit UFM à Guéret dans la Creuse, c'était une super bonne ambiance, un rapport privilégié entre les profs et les élèves, les étudiants. Et puis en fait, c'est juste petit à petit que je suis tombée sur quelques profs d'UFM qui ouvraient un petit peu plus aux pédagogies coopératives, qui me parlaient de freiner. Voilà, j'ai eu quelques ouvertures à ce moment-là. Et puis j'avais fait un constat quand même. À un moment où ça allait être mon tour d'être instite, j'avais fait le constat de 3 choses. J'avais pas envie que les enfants dans ma classe ils s'ennuient. Parce que tout Mmh. compte fait, je m'étais pas mal ennuyée, tu vois, parce que quand tu as 1 heure pour faire un exercice et qu'il est fait en 5 minutes, et que à l'époque, moi, on composait rien d'autre, quoi. J'aimais pas lire, on disait juste, lis ton livre. Mais moi, la lecture, ça m'est venu beaucoup plus tard, donc il y avait rien. Donc j'avais des cartes de géographie, j'ai appris des cartes de géographie entières pendant des heures. Voilà, je connais toujours, je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. Et donc je voulais pas qu'ils s'ennuient, les enfants. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de disponible à faire, tu vois, c'était vraiment ça. Ensuite, j'avais pas envie qu'ils rentrent chez eux avec leur souffrance, parce que moi j'avais été souffre-douleur, tu vois, en CE1, je me rappelle très bien, fille, et puis ça n'avait pas du tout été pris en charge, ni par le corps enseignant, ni par mes parents. Donc je voulais vraiment pas qu'il y ait ça, quoi, qu'on puisse exprimer les problèmes relationnels et puis les résoudre, quoi, qu'ils ne pas chez eux. Non. Et la troisième chose, j'avais envie qu'ils se connaissent, parce que finalement, je m'étais rendu compte que moi, mes camarades de classe, j'avais mes 2-3 copines, mais sinon, on était assis les uns à côté des autres, mais on n'avait quasiment rien fait ensemble, quoi. Je les connaissais pas, en fait. Plus tard, je me dis, ah, mais en fait, on avait des centres d'intérêt, enfin, en fait, on s'est pas rencontrés, quoi. Donc voilà, j'avais envie que les enfants, ils puissent vraiment faire des choses ensemble et vraiment se rencontrer. Enfin, on se connaît, quoi. Être ensemble, en fait, de reformer un groupe. Mm. On voit comment ton parcours d'élève structure aussi tes envies par rapport à ton démarrage de prof.
Et ben oui, ouais, c'est ça. Bah, Mmh. j'ai commencé à être instite, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans. Donc voilà, j'étais riche de ces trois leçons que j'avais tirées. Oui. Et je suis arrivée dans une classe CE2, CM1, CM2 à la campagne, avec une magnifique sur la vallée de la Tarde. Et j'étais toute seule dans cette école. Et Mmh. bon, bah, assez vite, j'ai mis les tables en U, voilà, tout ça. Le conseiller pédagogique qui est rentré, il dit, on va donner un banquet ici ou pas? D'accord. Voilà, je fais quelques petits aménagements. J'ai acheté pas mal de choses pour que les enfants ils puissent faire des choses justement seuls en autonomie. Et puis toujours pas d'idéaux. Hein. Voilà, j'avais jamais lu ni Holt, ni Illich, ni quoi que ce soit. Mmh. Même pas Freinet, j'avais entendu parler, mais j'avais rien lu. Euh, et c'est juste en fait, j'étais en difficulté avec un enfant de CM2 parce qu'il était assez rebelle en fait. Et ben, dans mon parcours d'IUFM, on n'avait pas du tout appris à gérer les enfants. Oui. C'est paraît une blague, mais ce n'en est pas une. Ni rien sur la connaissance de soi et rien sur Mmh. la manière d'être avec les enfants et leurs Oui. besoins et comment on fait pour communiquer avec eux, pour les mettre bien. Enfin, il n'y avait rien de tout ça. Et Incroyable. Ouais. oui, ben ouais. Et c'est pas du Mmh. tout quelque chose que j'avais creusé. Moi, j'avais 22 ans. Quand je suis l'aînée on est 16 cousins cousines. Voilà, c'était ça mon Mmh. expérience, quoi. Mes petits cousins et cousines. Un peu d'animation. Mais voilà. Et donc, je demande de l'aide au psychologue scolaire. Je l'appelle et là arrive un monsieur passionné de pédagogie institutionnelle. Donc, il me dit, bah, moi, je peux t'aider avec ce jeune, mais en fait, ma vision, elle est globale. Et donc, je peux t'aider à mettre en place des réunions d'enfants. Oui. Et il avait une vue sur le système, voilà, pas sur l'enfant. Mmh. Donc, sur le coup, j'étais un peu déconcertée. J'ai dit, bon, moi, je voudrais qu'il m'aide avec lui, là, je sais pas comment faire. Mmh. J'ai accepté quand même parce que j'étais curieuse. Et puis, voilà, ça venait à rencontrer des choses que j'avais pu apprendre sur la pédagogie coopérative aussi. Donc, je lui dis, OK. Donc là, il se prend en jeu, il m'initie vraiment à mettre en place des réunions d'enfants avec des rubriques, propositions, félicitations, critiques. Et puis il vient vraiment, hein, il est venu sur des réunions pour m'aider, quoi, vraiment à mettre en place. Moi, je connaissais rien à l'intelligence collective. Mmh. Tout appris avec eux. En fait, moi, je suis vraiment pris au jeu parce que je trouvais ça génial, quoi. Et puis savoir, alors c'était une fois par semaine, 1 heure par semaine, même pas 1 heure, hein, c'est des grandes, 3/4 d'heure par semaine. Cet espace, en fait, où on pouvait être un vrai groupe, un vrai système et penser le système ensemble. Et à partir de ça, eh ben, c'est tout mon travail qui a été et ça s'est passé très vite hein, parce qu'il est arrivé au bout de 3 semaines hein, dans ma carrière. Mmh, génial. Oui. Voilà. Il m'a proposé d'autres choses que j'ai expérimentées, comme des ceintures, un petit peu de travail, tout ça. Et c'est vraiment la réunion d'enfants pour moi qui a été le moteur, le précurseur de faire évoluer ma pratique par rapport à ce que j'avais pu connaître. Parce que voilà, quand j'arrivais, je remettais un peu les mêmes choses que j'avais connues enfant. Tu vois. Mmh mh. Alors, si ce n'est que je voulais surtout pas de manuel de français dans ma classe, c'est moi qui avais fait, ah non, ça, les bleds, c'était même pas possible en peinture, tu vois. Donc, j'avais pensé tout l'apprentissage du français j'ai créé tous mes outils pour apprendre le français. OK. Alors, je reviens aux réunions d'enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe ou Oui. concrètement à quoi ça ressemblait? Alors, bah, pour commencer, donc c'était en mode pédagogie institutionnelle. Donc, ça durait 40 minutes, je pense. Il y avait une personne présidente, une personne secrétaire. Mais au début, c'était moi la présidente et la secrétaire, leur temps de leur Oui. transmettre ça. Après, j'avais un apprenti président, un apprenti secrétaire, voilà, Mmh. que je guidais. Moi, j'étais au milieu. La personne qui est présidente, eh ben, c'est elle qui anime, donc qui va donner la parole, qui va dire où on en est sur l'ordre du jour, qui va faire aussi. Alors, il y a aussi un maître du temps. Voilà, c'est l'animateur de la réunion. Et Mmh. le secrétaire, c'est lui qui va prendre des notes sur toutes les décisions qu'on prend. Donc très concrètement, ben, les enfants s'inscrivaient. Alors ça, c'est pareil. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on passait après beaucoup de temps dans la réunion à préparer les réunions, pas se dire comment sont vécues les réunions. Donc on était vite arrivé à un système, il y avait un cahier dans la classe, il y avait des rubriques déjà d'inscrites et chacun mettait son Mmh. prénom. Après ils avaient vu que s'ils mettaient juste leur prénom, ils pouvaient oublier ce qu'ils voulaient dire. Ils mettaient leur prénom plus un petit mot-clé. Mmh. Voilà. Et donc le président, il avait le cahier en main et il disait alors on commence par la rubrique proposition. Samy, tu t'es inscrit, on t'écoute. Et là, Samy, il disait la proposition, ah ben j'aimerais beaucoup qu'on fasse une sortie sur le chemin de randonnée là, qui passe en dessous de chez moi, machin, voilà, Ah par oui, exemple, tu vois, chouette. Oui. ça. Mmh. Et puis après, bah, l'animateur il disait bon alors qui a des questions, qui veut donner son avis, et puis
se mettait d'accord sur, on disait, ok, bah alors on a besoin de quoi pour faire cette sortie? Bah il nous faudrait 2 adultes en plus. Est-ce que tu as une idée? Tu sais qui pourrait nous accompagner? Puis on se disait qui fait quoi. Et bah tiens, moi j'ai écrit à telle personne, savoir si c'est ok. Voilà, on se mettait d'accord sur ce qu'il fallait faire pour mettre en place ce projet. Oui. Alors, si le projet ne rencontrait pas d'écho, bah, il n'avait pas forcément lieu. Des fois, ça pouvait être des projets individuels aussi. Donc, c'est proposer plein de choses, mais là, c'est à l'extérieur. Mais ça pouvait être aussi proposer, on organise autrement l'espace dans la classe, on organise autrement le temps dans la classe. L'animateur apprenait justement à faire que ça soit efficace, ce temps en groupe, parce que si c'est long et les enfants ils s'ennuient, pas. Donc moi j'étais là à côté de l'animateur pour l'aider à rythmer, à poser la question qu'est-ce que tu proposes, voilà. Et puis il y avait aussi des moments des personnes qui n'étaient pas d'accord, donc il fallait que ceux qui soient pas d'accord ils puissent donner une autre proposition. Alors en fait j'ai appris l'intelligence collective avec eux, vraiment avec eux. Oui. Et je t'assure qu'au bout de 5 ans, il y a des enfants, ils savaient animer des réunions, ils en ont fait vraiment baver des adultes, quoi. Et il y en a qui étaient très très forts pour ça, quoi. Voilà, on essayait. Et puis on pouvait décider, par exemple, est-ce que tout le monde doit être animateur à un moment ou pas? Parce que c'est sur les 3 ans qu'on doit être au moins une fois, parce qu'il y en a qui étaient très forts, qui étaient athlétiques. Voilà, c'est des choses qu'on décidait ensemble, ça. Et puis après, on a rajouté plein de choses. On parlait des exposés. Après, vu qu'on fonctionnait petit à petit, j'ai augmenté le temps de fonctionnement sur projet. Oui. Eh bien, on pouvait aussi gérer ces projets et se faire des présentations des projets sur le temps de réunion. Puis petit à petit, en fait, on est passé à 2 réunions par semaine, puis une réunion tous les jours. Waouh, d'accord. Ok. 5 ans, on avait une réunion tous les jours. On se présentait plein de choses, on faisait avancer nos projets. Et tous les ans, on avait un gros projet. C'était quand on faisait une semaine de vacances, on appelait ça, officiellement en classe de découverte. Oui. Et c'est les enfants vraiment qui organisaient. Moi, j'étais là, logisticienne, quoi, tu vois, en ingénieur du truc. Mais la première année, on est parti à Foura dans les Charente-Maritime. Et les enfants, je leur ai transmis vraiment petit à petit tout ce que je pouvais leur transmettre pour organiser ça. Et au bout des 5 ans, ils organisaient vraiment une très grande partie. Donc, ils choisissaient où. Ils avaient la liste des transporteurs officiels pour les appeler, pour demander les devis. Il y avait quelqu'un qui savait que c'était la personne qui disait « Oui, moi, je prends les devis ». Et dans la classe, en pleine journée, pour le temps de travail, ils pouvaient prendre le téléphone, appeler un transporteur, bonjour, on est à telle place, on va à tel endroit, envoyez-moi le devis à telle adresse mail. Puis après, en réunion, à l'arrivée, ils me disent j'ai reçu 4 devis. Ils deviennent acteurs. Ah, mais complètement. Donc, ça répondait vraiment à la fois à, on fait ensemble, on apprend à se connaître, et puis on apprend à se connaître soi-même et les autres. Parce que ça fait vivre, tu vois, tu peux expérimenter plein de choses, quoi, dans les projets, plein de postes différents. Est-ce que c'est les réunions d'enfants, finalement, qui ont amené toute cette transformation? Tu disais qu'à la fin, tu travaillais quasiment que sur projet. Oui. Ah oui. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est mis en place? Eh bien, comment ça s'est mis en place? Les premiers mois, j'étais très classique, emploi du temps, 1 heure de maths, 1 heure de français, 1 heure de sciences, voilà. Alors où j'étais un peu moins classique, c'est que direct les maths, pour moi, ça se faisait ensemble, en s'entraidant, quoi. Aller demander de l'aide aux uns et aux autres, s'entraider, faire à son rythme. Je mettais plein d'exercices possibles à faire et voilà. Déjà, c'était un peu différencié ensemble à ce niveau-là. Et puis après, par exemple, j'ai fait une première proposition un jour sur une poésie, un poème. Ça, c'est un poème de Victor Hugo, et j'avais dit, celui-là, on va tous le faire, et vous allez mettre chacun une intonation, quelque chose de différent, un accent, ce que vous voulez. Et donc, ils sont pris au jeu. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on faisait un rendez-vous poème tous les jours après manger. Voilà, ça c'est devenu un projet de la classe. Et puis, moi, j'ai plus jamais redit faites-le à votre manière, mais juste, ils ont pris le goût à ça. Et donc, c'était des poèmes théâtralisés, quoi. Et je mettais plein de recueils de poèmes dans la classe après, et chacun pouvait aller choisir le poème qu'il voulait et passer ceux qu'il voulait. On avait un quart d'heure chrono, et tous ceux qui voulaient passer, ils venaient dire un poème, voilà, tous les jours, comme ça, après. Et puis, c'était rigolo parce qu'il y avait des effets de mode, quoi. Des fois, il y a un poème qui était tellement bien lu, tellement bien dit par quelqu'un, que les autres, ils allaient le faire à leur manière, qu'ils se répondaient entre eux. Puis au bout d'un moment, on les filmait, puis on se faisait des compiles. Tu vois, ça, c'est un projet, juste, c'est né d'une idée comme ça, voilà. Une autre idée, j'avais dit, on pourrait se lire des histoires entre nous.
Et donc, un temps de lecture offerte, c'était en fin d'après-midi. Tous les jours, un enfant était inscrit pour lire un livre aux autres. Tu vois. Et là, on a eu des moments magiques, quoi. J'ai eu un enfant qui avait 10 ans, qui était... Alors moi, je lisais jamais les livres scolaires d'avant. Était en tout cas en très grande difficulté. J'avais compris, il savait pas très bien lire quand il est arrivé la première fois qu'il nous a lu un livre. On n'avait pas bien compris en fait. Et un jour, il lit un livre et on comprend l'histoire. Et là, il y a un blanc. Il ferme le livre, il y a un blanc. Et là, toute la classe applaudit, quoi. T'imagines l'émotion, quoi. C'était un reflet d'émotion d'y penser. Et donc, il voit ça. Parce qu'on débriefait aussi après. On était capable de débriefer. Tu vois, les enfants étaient capables de se dire, selon le niveau qu'ils avaient en lecture, de mettre plus le ton, tu vois. Et donc, c'était un projet, ça aussi. Tous les jours, et puis après, tous les jours, il y a quelqu'un qui présentait un exposé. Donc, ça s'est ajouté, tu vois, petit à petit. Donc, finalement, si je comprends bien, c'est les élèves qui, eux, proposaient des projets ou se saisissaient de ce que tu proposais pour le répéter. Souvent, c'est moi qui proposais une première fois quelque chose, voilà. Oui. Et puis après, ils s'en saisissaient ou ils s'en saisissaient pas. Et voilà, de tout ce dont ils se sont vraiment saisis, ça a créé notre quotidien, quoi. Oui. Ouais, vraiment. Et c'était rigolo parce qu'après, ils passaient en 6e et puis dès qu'ils pouvaient, ils revenaient. Et puis, ils pouvaient très bien s'intégrer, passer un moment avec nous dans la journée sans problème. Il y en a qui revenaient et puis ils disaient, je peux animer la réunion, allez, une dernière fois. Ils venaient voir qu'il y avait toujours dans les murs, les mémoires, ce qu'ils avaient toujours apporté. Ils venaient voir comment ça évoluait. Ouais. Super, ok. Il y avait un vrai lien qui s'était créé. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté finalement après ces 5 années ? Alors déjà, la 5e année, entre la 4e et la 5e, j'ai rencontré Philippe Ruelen et l'école du 3e type. J'ai lu tous les livres de Bernard Collot. Pour moi, ça a été absolument merveilleux parce que tout ce que je commençais à initier en fait dans ma classe, ça avait été pensé et vécu par d'autres, quoi. Et ça, je le découvrais. Et c'était magique, quoi, vraiment. Sauf que je suis allée trop vite en fait la 5e année, parce que jusque-là, j'allais vraiment au rythme des enfants et au rythme du groupe, tu vois. Tout se passait vraiment dans notre petit système à nous. Et là, d'un seul coup, moi, j'ai fait un bond. Au niveau théorique, j'ai fait un bond, tu vois. J'ai vu tout ce qui était possible et niveau idéologique aussi, j'ai fait un bond. Et là, je suis allée trop vite. Tu vois. Je suis allée trop vite pour les enfants. J'ai accéléré le truc, j'ai pu respecter leur rythme. Et donc, j'ai vécu des choses un petit peu, moins agréables, quoi, parce que pour certains enfants, ils sont rentrés dans la paresse, en fait. Ils sont rentrés dans je profite du système pour plus rien faire. Voilà. Ok, d'accord. Ça a été un peu difficile. Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus que des CM1, CM2. Et pour que ça marche, ça, il faut du multi-âge. Alors, il faut que chaque année, il y en ait quelques-uns qui arrivent et quelques-uns qui partent. Et finalement, les vacances, c'est juste des pauses. Et on revient et ça continue. Sauf que la dernière année, j'en avais gardé que 6 et j'avais 12 nouveaux. Et les 12 nouveaux avaient beaucoup de caractère et les 6 qui restaient étaient plus discrets, quoi, on va dire. Et il n'y a pas eu de transmission cette année-là. Enfin, si, il y en a eu bien sûr, mais il y en a eu moins. Et ça a été difficile. Et en plus, moi, j'avais accéléré trop vite. Donc, je me suis retrouvée à un endroit où j'ai dit, pour continuer ici, moi, j'ai besoin vraiment de multi-âge. Et quand je l'ai dit ça en projet, en réunion avec les parents, les élèves, tout ça, ça n'a pas été compris parce qu'on était à la campagne, ils disaient, on va se faire fermer une classe, si on passe en multi-âge. Donc je me suis dit, ok, si je peux pas avoir plus que CM1, CM2, en fait, je vais changer. Je vais changer de poste. Voilà. J'étais arrivée à un moment. Et en fait, je me dis, non, je vais d'abord prendre une dispo. Oui. Je vais d'abord prendre une dispo et j'ai écrit sur ma demande de dispo et je reviendrai prendre une classe unique sur le plateau de 1000 vaches. Voilà. Mais est-ce que c'est toi qui étais plus en phase avec ce que tu pouvais proposer à l'éducation nationale dans ce cadre-là, ou est-ce que c'était les élèves qui te renvoyaient en fait l'idée que tu allais trop vite ? Les élèves, ils profitaient du fait que j'allais trop vite pour aller un petit peu dans ce que tu pourrais appeler la paresse. Mais en fait, c'était vraiment de plus avoir ce multi-âge qui me limitait. Ouais, c'était vraiment ça. Avec le multi-âge, j'aurais pu continuer vraiment. En étant à la campagne, comme ça, dans des super conditions, j'aurais pu continuer. Et moi, en tirant des leçons du fait que j'étais allée trop vite, bien sûr. Oui.
Mais quand tu dis que tu étais allée trop vite, qu'est-ce que tu veux dire précisément? Tu avais mis en place des choses qui... Oui, j'avais apporté trop de liberté en fait. Jusque-là, je respectais bien la transmission de pouvoir, elle se faisait bien petit à petit. Oui, Et d'un seul coup, j'ai transmis trop de pouvoir. Donc d'accord. chacun pouvait Ok. décider trop pour lui par rapport à ce qu'ils étaient capables. Et en fait, ils arrivaient en CM1, ils avaient déjà un bagage, tu vois, de rôle d'élève. Oui, Et pour certains, ça faisait énorme à déconstruire. d'accord. Oui, Et je donnais trop de liberté par rapport à ce qui était possible en fait pour eux à assumer. oui. Mm, Ok. mm, mm. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et ça nous montre que finalement, dans le cadre de l'éducation nationale, vous êtes finalement assez libre d'orienter l'enseignement, la pédagogie dans le sens où que vous trouvez juste. Oui, alors bon, moi j'ai arrêté en 2011, hein, donc ça fait 10 ans Mmh. maintenant. Mmh. Mais oui, quand on a des conditions, on est soit dans une école où il va y avoir cohérence au niveau du projet, Mmh. soit on est tout seul, on peut mener sa barque. Oui, oui, voilà. Après, ça marchait parce que les enfants, ils passaient au sixième, en sixième, ils avaient de très bons résultats. Voilà. Ouais, Donc ça permettait que ça marche. Et puis, il y avait un espace de dialogue avec les parents. Mmh. Et puis, je leur faisais faire plein de choses, quoi. En danse, en art, en sortie, théâtre, piscine, cinéma, on faisait C'était plein de riche. trucs, quoi. Oui. Et ça, c'était chouette et puis le voyage, les parents, ils étaient enchantés, quoi. Les petites, la compagne, ils partent tous les ans, semaine en voyage. Voilà. OK. Ça a pu. Voilà. Mmh Si mh. on est libre, mais il faut aussi il y ait une confiance qui soit là, les parents. Oui. Tu vois que les enfants, ils vont bien, ils apprennent. Et être force de proposition parce que je pense que tu as été Oui. un vrai moteur Oui, 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 c'est dans sûr, ouais. cette Ouais, ouais. aventure-là. Mais moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça, qu'en fait, on a les limites qu'on se donne. Ah, c'était Mmh. vraiment ça pour moi, l'enseignement, ouais. On a les limites qu'on se donne, en fait, faut assumer, quoi. Hyper intéressant. Ouais, je l'ai Oui. vraiment vécu, quoi, avec eux, en fait, en enlevant petit à petit. Je dis, mais ouais, en fait, c'est moi qui ai une limite à ça, quoi. Et hop. Et quand arrivaient des collègues qui disaient, ah, ça a l'air super, mais moi, je peux pas. Je voyais bien que Mmh. c'était leur propre limite et aussi le fait de pas voir tous les petits pas. Hein, parce que quand on voit quelque chose qui tourne, il faut bien penser que c'est plein de petits pas pour en arriver là. C'est progressif. Oui. Oui. Et donc la dispo, ça Ouais. y est, tu quittes? Oui. Voilà, ça y est, j'ai 27 ans, je quitte tout. Et oui, j'avais envie d'aller prendre l'air parce qu'en fait, moi, j'avais fait qu'aller à l'école. Je leur ai écrit sur ma lettre de démission plus tard. Je n'avais fait qu'aller à l'école dans un rayon de 90 km de ma ville natale, l'école, la fac, Oui. l'IUFM, tout. Et j'avais besoin d'aller prendre l'air. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, pour enrichir en fait ce que je pouvais apporter aux enfants, j'avais besoin d'aller m'enrichir moi et d'aller dans le vaste monde, d'aller dans le vrai monde, tu vois. Et puis j'avais aussi une soif d'apprendre moi, au niveau tout ce qui était bien-être et santé. Donc moi je suis allée faire des formations, je suis allée apprendre dans ce domaine-là. Ça nous montre que c'est pas réservé aux enfants Mais oui, et qu'en tant qu'adulte, on est dans la même, disposition avec cette curiosité et cette envie d'apprendre qui dure toute la vie. Mmh. ça fait. Et ensuite, tu as travaillé dans une maison d'enfants. Ouais, c'est ça. Donc Comment finalement ça s'est... j'ai démissionné déjà au bout de mon année de dispo. J'ai senti que je pouvais pas y retourner Oui. parce que j'avais goûté aussi une certaine liberté. Mmh. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit non mais en fait, je faisais passer mon temps à parler éducation, école troisième type, vraiment hyper passionnée. Mmh. Et une offre d'emploi arrive sur ma boîte mail. Une maison d'enfants recherche un institut pédagogique coopératif Freinet dans le Morvan. Voilà, j'ai répondu, j'y suis allée. Super. Ça consiste en quoi une maison Et d'enfants? c'est les enfants placés en fait par l'aide sociale. Il y avait presque 20 enfants dans cette maison à la campagne. Et en fait, la particularité de cette maison-là, c'est que l'école était en interne. En fait, les enfants, ils allaient Mmh. tellement mal qu'on pouvait, Ouais, pour la plupart, d'accord. ne pas les envoyer à l'école. Voilà. OK. Il y en avait quelques-uns qui étaient en apprentissage, ça, chez les plus grands, mais donc je me suis retrouvée avec, il y avait jusqu'à 15-16 enfants qui avaient entre 8 et 17 ans. Là, je l'avais bien, ma classe unique. Oui. Donc, il y avait vraiment tous les profils C'est différents, fou. y compris Mmh. qui savent pas lire à 15 ans. Enfin, il y avait vraiment de Mmh. tout, quoi. Je travaillais avec toujours une éduque et puis un chef de service à dispo et qui avait besoin, parce que faut imaginer des enfants qui allaient vraiment très mal, hein. Mmh. Et la classe était en pédagogie coopérative, donc j'ai pu avancer là-dessus avec eux. Et
au bout d'un an, voilà, il y en a 2 qui ont pu rejoindre le collège, par exemple. C'était les préparer à ce qu'ils puissent retourner dans quelque chose qui soit un peu plus vie normale pour eux, quoi. Déjà, ils s'étaient coupés de leur famille, de leurs parents. Et pour beaucoup, ça a été leur redonner goût au fait d'apprendre. Et pour certains, ça a été une vraie réussite, ouais, de retrouver en fait le goût d'apprendre, et ça remettait une motivation dans leur vie, ouais. Et toi, qu'est-ce que ça t'a permis de conscientiser ces expériences-là? Waouh, beaucoup de choses. C'est hyper riche et c'est plein de violence, hein. Un milieu comme ça, voilà, vivre sans ses parents et plein de violence. Et ben, ça aussi, l'endroit se voulait coopératif. Et donc là, j'ai pu prendre du recul, en fait, là-dessus, que un endroit peut se vouloir coopératif. C'est pas pour ça qu'il l'est. Ça m'a donné envie, moi, d'accompagner les équipes qui veulent être dans le coopératif. Parce que j'ai pu prendre conscience qu'avec ce que j'avais vécu avec les enfants dans le public, j'avais un bon bagage, justement, pour accompagner, pour que les projets soient vraiment coopératifs. Super. Ouais. Ça s'est arrêté au bout d'une année? Et oui, parce que j'étais enceinte, et quand on est enceinte, on reste pas travailler dans ces endroits-là, en fait. Hein. On peut être mis en congé maternité assez vite, hein. Oui. C'est trop dur, en fait, pour les enfants d'avoir une femme enceinte, en fait, avec eux. Puis c'était un projet de famille aussi, voilà, on avait envie dans la drogue. Ouais. Donc la maternité. Et la maternité, et puis la drogue. Ok. Ensuite, tu as créé ta propre école alternative. Oh oui, riche aventure. Ah ben alors, en fait, j'avais écrit le projet pendant que j'étais en dispo, hein. Le projet avait été écrit assez rapidement, et je pensais pas le mettre en œuvre si vite, parce que quand on m'a proposé un local, mon fils avait 4 ou 5 mois, et moi je pensais vraiment prendre plus de temps pour être là avec lui. Donc j'ai commencé, il avait 9 mois. C'est vraiment l'opportunité d'une école qui avait un local trop grand et qui a dit, bah tiens, ouvre une classe là, si tu veux, t'ouvres CP, CM2, on te la, c'est sous location, quoi. Voilà. Et cette opportunité-là m'a fait y aller, en fait. Et puis, je me pensais bien plus prête que ce que je l'étais vraiment. T'as découvert sur le terrain. Oh oui. Tu nous racontes un petit peu? Oui, ben alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un enregistrement, j'ai fait 2h20 d'enregistrement sur ma chaîne YouTube, en fait. Ok. Hein, donc Oui, je mettrai le lien. Thèmes, voilà, Oui. où j'ai vraiment, où je parle de toutes les leçons que j'ai tirées à ce moment-là. Okay. Mais pour faire bref, bon, c'était hyper riche, hein, comme expérience, et super. Après, voilà, les grandes limites, c'est trouver un local adapté, et c'est trouver la justesse avec les parents, hein, dans quel pouvoir on leur donne, à quel rythme on va aussi. Voilà, là, je suis allée trop vite. Et puis aussi, eh bien, c'est bien différent de prendre en cours une classe que d'en créer une. Voilà, c'est bien différent. C'est beaucoup plus facile de prendre une classe et de la faire évoluer vers une école du 3e type, vers la pédagogie coopérative, vers les apprentissages autonomes. Pour quelle raison? Créer une. Parce qu'en fait, il y a déjà plein, il y a un système qui existe, en fait. Tu prends un système et tu le fais évoluer, ou tu crées un système, et ben, c'est beaucoup plus chaotique, en fait, la création du système. Il y a plein d'inconnus, déjà, ces enfants qui arrivent là, et les enfants qui arrivent dans une école alternative, pas toujours et pas tous, heureusement, il y en a beaucoup qui vont pas bien, et qui ont besoin d'un temps de désintoxication, en fait, de ce qu'ils ont vécu avant. Sauf quand on se retrouve avec la moitié des enfants qui vont pas bien et qui ont besoin de ce temps de désintox, c'est très difficile de construire. En fait, pour que ça fonctionne, la pédagogie coopérative, 3e type, l'apprentissage autonome, on a besoin de modèles inspirants. On a besoin de plus grands qui sont déjà en train de lire, qui sont déjà en train de faire des exposés, qui sont déjà en train de communiquer avec des classes à l'autre bout du monde, qui sont déjà en train de s'intéresser à comment c'est fait à l'intérieur du corps humain. Sauf que quand tu commences et que tout le monde est juste dans j'en peux plus de tout ce que j'ai vécu avant, je vais pas bien, SOS, SOS. Ça a été difficile pour toi, cette expérience? Oui, ça a été difficile. Pour des parents aussi, pour des enfants aussi, sans doute. Ouais, non, ça a été assez difficile. Et ça a été joyeux aussi, hein, par moments, heureusement. La première année, en fait, surtout, a été difficile. Voilà. La deuxième, ça a été beaucoup mieux parce que j'ai réussi à recadrer plein de choses, en fait, dans le groupe enfant. Et j'ai été aidée pour recadrer le groupe parents aussi. Voilà. Et c'est aussi très difficile de gérer à la fois le groupe parents et le groupe enfant. Donc, moi, maintenant, je conseille, quand on ouvre une école hors contrat, il y a quelqu'un qui gère le groupe parents, il y a quelqu'un qui gère le groupe enfant. Ok. Sinon, c'est trop.
Je comprends, ouais. Alors finalement, c'était une école du troisième type? Alors, dans un sens, oui, parce que j'avais envie que ça le soit. Mais Ouais. dans un sens, non, parce qu'on peut être en chemin vers le troisième type. Mais on peut pas être d'entrée troisième type. Ça Oui, voudrait dire que d'entrée de jeu, on vit les apprentissages autonomes, que d'entrée de jeu, on d'accord. a un environnement favorable à l'épanouissement de chacun. Et non, en fait, c'est un chemin. Mmh. Oui, c'est un chemin. C'est peut-être l'occasion de nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste. C'est les enseignements de Bernard Oui, Collot? oui. Alors, en fait, c'est un groupe d'instit courant freiné qui était en classe unique. Et ils se sont mis à travailler ensemble. Alors d'abord, ils se sont retrouvés pour défendre les classes uniques, qui avaient été bien diminuées. Encore aujourd'hui, malheureusement, il en reste encore, mais peu. Ils se sont retrouvés et puis ils se sont mis à travailler ensemble, à échanger sur leurs pratiques. Et aussi à échanger les enfants d'une classe à l'autre. Ils ont créé des journaux, ils s'envoyaient, ils ont communiqué par Minitel, tu vois, à l'époque. Et ils ont trouvé leurs outils de communication, tant entre enfants qu'entre adultes. Et puis c'est petit à petit, en échangeant entre eux, qu'ils ont réussi à dégager une structure qui permettait que la classe, elle tourne. Voilà. OK. Et Bernard Collot, il appelait ça école du troisième type parce qu'en fait, il a reçu un journaliste de France 2 qui est venu tourner un envoyé spécial chez lui. Et quand il est arrivé, il a dit non mais là, je suis sur une autre planète. Et Bernard Collot lui a dit oui, ici, c'est l'école du troisième type. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Spielberg. Mais après, il a défini ça. Donc, premier type, on peut imaginer, c'est l'école d'antan, l'école où tout est en cours marginaux. Oui. Hein. Magistraux? Magistraux, je me disais, ça va pas du tout, marginaux. Magistraux. Et le deuxième type, ça va être les pédagogies actives, où c'est l'instit qui va dire, bon, alors on va travailler par projet, mettez-vous par 4, on va faire ça, Oui. on va commencer l'année sur les oiseaux, après on passera sur les Ce que montagnes. toi, tu avais mis en place finalement Oui, à l'éducation nationale. oui, Oui. voilà, parce que c'est un OK. chemin en fait, voilà, donc c'est Mmh. ça. Donc dans le premier type, c'est l'enseignant qui va déverser son savoir, place vide. Dans le deuxième type, les enfants, ils vont être acteurs. On va vraiment leur donner des responsabilités, des tâches, tout ça. Et dans le troisième type, il va devenir auteur. Oh super. Tu vois. OK. Voilà. Donc ça veut dire que auteur, et dans le sens où on va aller dans les apprentissages autonomes. Donc l'adulte va être là pour mettre en place un système vivant, donc organiser le temps, l'espace et bien sûr l'ambiance, la manière d'être ensemble en relation, pour que chacun arrive, se sente bien dans ce groupe, participe au groupe et développe tout ce qu'il a à développer, devienne autonome, créatif et créer une manière d'être en lien avec les autres, avec lui-même, avec les autres et avec l'environnement, qui soit saine, authentique, pour se sentir bien. Finalement, c'est toute la posture de l'enseignant qui est déconstruite. Complètement. Complètement. C'est un autre rôle. Oui. Oui, c'est un autre rôle. C'est le rôle. Alors moi j'aime bien. Ça c'est pas propre à l'école du troisième type, mais voir l'enseignant comme à la fois un expert, un animateur et un facilitateur. Donc expert, dans le sens où c'est lui qui va mettre en place un système. Tu vois, donc là c'est un peu le côté ingénieur et logisticien aussi. Expert dans le sens où il a des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être que les enfants n'ont pas encore. Là c'est un peu le grand frère, grande sœur. Aspirant, qui va transmettre ce qu'il a à transmettre, ce qu'il a déjà appris de la vie. Un côté animateur, oui, allez, on met de l'enthousiasme, on met de l'envie pour que les projets y naissent aussi, on initie des choses. Et un côté facilitateur où on va accompagner chacun et le groupe dans ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et c'est toutes ces casquettes-là. Et ça va vraiment être penser un système pour qu'il existe quelque part sans moi. Enfin, où je ne sois plus la seule personne à faire que ce système vive et existe. C'est là où ça vient beaucoup changer. En fait, c'est les rendre capables de s'autogérer presque. Oui, c'est ça, oui, de s'autogérer, mais par contre, on n'enlève pas la qualité des adultes présents. Oui. S'autogérer avec notre présence aussi, en bénéficiant de notre présence. Est-ce qu'il y a des valeurs particulières qui sont prônées dans cette école du troisième type? L'autonomie, la créativité, principalement, et la manière d'être ensemble, l'authenticité dans les relations.
Et puis après, on vise une certaine liberté, mais bon, là aussi, en fait, hein, je préfère le mot autonomie parce que la liberté, c'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain et qui s'acquiert du jour au lendemain. Hein, c'est sur une. Tu parlais d'apprentissage autonome tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une des clés de ces écoles-là? Oui. Alors en effet, l'idée c'est juste de constater qu'un enfant, il apprend plein de choses par lui-même à partir du moment où il est dans un environnement favorable. Oui. Voilà, la chose la plus dure qu'on a à faire au niveau de notre cerveau, c'est apprendre à parler. Et ça se passe. L'enfant, il apprend à marcher et à parler parce qu'il vit dans un environnement qui est sécurisant pour lui. On peut le souhaiter au maximum. Et il vit avec des personnes qui marchent et qui parlent. Et pour vivre la vie du groupe, alors là, le premier groupe, c'est la famille, il va lui aussi développer ces capacités-là et gagner en pouvoir. Voilà. Et ça se fait sans cours, heureusement. Il n'y a pas eu de dans quel ordre on va faire pour qu'il apprenne à marcher, dans quel ordre on va faire pour qu'il apprenne à parler. Ça s'est fait dans la vie. C'est la vie, quoi, l'école, tu vois, pour ça. Et après, il y a des ingrédients qui vont faire que ça va se passer plus ou moins bien. Tu vois, quand on s'intéresse à la motricité libre, eh bien là, on va pouvoir apporter un environnement favorable au développement moteur de l'enfant. Puis on va pas l'asseoir avant qu'il sache s'asseoir et on va faire attention à ce qu'il soit sur des surfaces pas complètement molles pour que quand il appuie avec sa main, il se redresse, tu vois. On va être attentif à ça. Et donc là, ça va permettre ces apprentissages autonomes. Pareil avec le langage. Hein, si on est bien, quand l'adulte parle avec l'enfant de manière authentique, sans vouloir transmettre quelque chose, mais en parlant vraiment, s'adressant à lui, et toute la communication qui existe avant, déjà la communication par le visage, l'échange avec le bébé, et bien là aussi, on va favoriser l'apprentissage autonome de la langue. Voilà. Mais il n'y a pas d'âge. Est-ce que j'ai eu un fils, mon premier fils à 2 ans, il faisait des phrases. Et mon deuxième fils, à 2 ans, il avait 10 mots qu'il avait inventés lui. Un rat, c'était un chien, par exemple. Ou c'était une voiture. Il avait créé son propre langage. Et à 2 ans, chacun son rythme. Voilà. Et à 2 ans et 3 mois, d'un coup, il a eu un déclic, il parlait très bien. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est que c'est chacun son rythme. C'est pas parce que tu es en CP et que là, ça y est, tu vas avoir 7 ans cette année qu'il faut absolument que tu saches lire à ce moment-là. Donc on vient déconstruire ça, en fait. Donc finalement, ça prend quelle forme une journée dans une école du 3e type? Une école du 3e type qui marche vraiment, on arrive déjà. On pourra mettre en lien une petite vidéo de Bernard Collot. Il arrive avec son sac à dos, il dit bon, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Ben oui, c'est vrai, on sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. On sait quel est le déroulé de la journée, par contre. Tu vois, quand on a des rendez-vous. S'il y a 1h30, il y a rendez-vous pour se dire des poèmes, on sait qu'il y aura ça. La réunion, s'il y allait à 11h, on sait qu'il y aura ça. S'il y a un exposé tous les jours à 16h, on sait qu'il y aura ça, si tu veux. Mais si t'as pas bien regardé le planning, tu sais pas que c'est Johan qui fait un exposé sur les sangliers aujourd'hui, quoi. Et ça se passera sans toi, tu vois. Parce qu'on est un peu le chef d'orchestre, quoi, finalement. T'arrives. Donc, on sait pas avec quel projet les enfants vont arriver aujourd'hui. On sait pas quelle météo il va faire aussi, tu vois. Est-ce qu'on va aller dehors, plus ou moins? On sait qu'il y a un déroulé qui est là, parce que c'est le fruit de la mise en place d'un système sur plusieurs mois, années. On sait qu'il y a les enfants qui vont être là, et après, c'est place aux vivants. Voilà. Et peut-être ça va être une journée complètement spéciale où il va y avoir une super envie aujourd'hui, je sais pas, de créer une magnifique affiche, tu vois, de créer un super décor, et que les enfants vont passer à 5 ou 6 la journée à faire ça. C'est possible. Peut-être ça va être une journée hyper studieuse. Chacun va être à fond sur son plan de travail, en maths, en écriture. Peut-être ils vont demander des cours d'histoire aussi. Moi, ils me demandaient des cours d'histoire. Ils aimaient bien quand je racontais l'histoire. Oui, donc il reste des temps formalisés, par exemple d'écriture ou d'histoire. Oui. Alors, donc ça dépend où on en est, parce qu'en fait, mais sur le chemin, oui. Donc, moi, ce que je demandais, c'est que tous les jours, il y a un temps de lecture, un temps d'écriture, un temps de mathématiques. Le temps d'écriture, il n'était pas obligé de me le faire lire. Si ça peut être un temps d'écriture intime, tu vois. Mais tous les jours, je demandais que les enfants lisent, écrivent et fassent des maths. Et je demande la même chose à mon fils qui a bientôt 7 ans. Et
Mais une fois qu'on est dans un système qui est complètement abouti, on n'a plus besoin de le demander, ça. Parce que quand tu vois les grands qui savent lire, qui écrivent, parce qu'on écrit concrètement, on écrit à d'autres classes, on écrit à quelqu'un pour qu'il vienne nous apprendre la photographie, je sais pas. On le fait vraiment, c'est la vie qui fait qu'on va vite. Finalement, oui, on part de l'envie de la personne, par exemple, de faire un exposé ou d'écrire à quelqu'un d'autre pour en fait solliciter les compétences qu'il a besoin de développer. Voilà, c'est ça. Et quand je disais tous les jours, je demande qu'ils aient écrit, mais s'ils ont écrit pour leur exposé, par exemple, ça validait leur écrit. Tu vois, aujourd'hui, là, mon fils, il veut envoyer une invitation pour son anniversaire. Hop, on vient faire un petit dessin dans son écrit du jour. Il a écrit. Et il y a plein d'autres jours où il apprend à écrire en attachant. Il écrit sur son cahier. Il y a quelque chose de plus naturel et spontané finalement. Ça correspond, lui, à ses motivations du moment. C'est ça. Oui. Mais des fois, il est super aussi motivé pour apprendre vraiment à écrire en attaché correctement. C'est ça sa motivation. Finalement, là, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un extrait du livre Le Maître ignorant de Rancière, qui reprend à la fois cette notion d'apprentissage autonome, mais qui déconstruit aussi dans un deuxième temps la posture de l'enseignant. Je me permets de le lire. Alors, c'est pas un livre qui est récent, hein. Il a été écrit en 87. Jacques Rancière, c'était un professeur en esthétique au département de philosophie de l'université de Paris 7. Je vous lis ce petit extrait. Dans l'inégal rendement des apprentissages intellectuels divers, ce que tous les enfants d'hommes apprennent le mieux, c'est ce que nul maître ne peut leur expliquer, la langue maternelle. On leur parle et l'on parle autour d'eux. Ils entendent et retiennent, imitent et répètent, se trompent et se corrigent, réussissent par chance et recommencent par méthode. Et à un âge trop tendre pour que les explicateurs puissent entreprendre leurs instructions, sont à peu près tous, quel que soit leur sexe, leur condition sociale et la couleur de leur peau, capables de comprendre et de parler la langue de leurs parents. Or, voici que cet enfant qui a appris à parler par sa propre intelligence et par des maîtres qui ne lui expliquaient pas la langue, commence son instruction proprement dite. Tout se passe maintenant comme s'il ne pouvait plus apprendre à l'aide de la même intelligence qui lui a servi jusqu'alors, comme si le rapport autonome de l'apprentissage à la vérification lui était désormais étranger. C'est la fin du premier passage et je trouve que ça évoque assez bien l'idée que tu exprimais tout à l'heure qu'il faut une rencontre avec un environnement qui soit riche. Oui. Il y a la notion du modèle et là l'enfant va pouvoir puiser. Et puis un petit peu plus loin dans le texte, là il est question de la position de l'enseignant. C'est l'explicateur qui a besoin de l'incapable et non l'inverse. C'est lui qui constitue l'incapable comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un monde divisé en esprit savant et esprit ignorant, esprit mûr et immature, capables et incapables, intelligents et bêtes. Le tour propre à l'explicateur consiste en ce double geste inaugural. D'une part, il décrète le commencement absolu, c'est maintenant seulement que va commencer l'acte d'apprendre. Et d'autre part, sur toutes les choses à apprendre, il jette ce voile de l'ignorance qu'il se charge lui-même de lever. Jusqu'à lui, le petit homme a tâtonné à l'aveuglette, à la devinette. Il va apprendre maintenant. Voilà, j'arrête là la lecture de ce passage. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Plein de choses. Mais déjà, une grande différence entre transmettre des savoirs à quelqu'un qui te le demande et quelqu'un qui te le demande pas. Parce que malheureusement, bien souvent, on veut enseigner des choses aux enfants quand ils n'ont rien demandé et que ce n'est pas du tout leur centre d'intérêt. Là, on va les prendre pour des ignorants qui le sont vraiment. Fiche complètement. Et bon, alors non seulement c'est pas producteur, mais en plus c'est même bloquant. Parce que si on prend l'exemple des maths, des enfants qui font des maths de manière théorique, conceptuelle trop tôt, ça va les embrouiller et ils vont devenir mauvais en maths parce que on va pas respecter
leur rythme. En fait, c'était pas le moment pour eux, quoi. Voilà. Puis, ouais, à la fois voir l'autre comme un ignorant, mais aussi est-ce que c'est le moment, quoi, pour l'enfant? Est-ce qu'il y a une envie? Parce que par contre, un enfant qui va écouter un adulte qui va lui apprendre des choses sur un sujet qu'il a demandé, bah là c'est super, il va y avoir une vraie transmission qui va se passer. Et un réel apprentissage pour le coup. Il y a une mémorisation qui se fait. Ouais. Voilà. Qui est vraiment en lien avec l'expérience de l'enfant et pas déconnecté. Voilà. Après, ce qui est difficile, c'est que quand l'enfant il se retrouve dans un système très traditionnel où il n'a plus aucune initiative, il sait même plus en fait. Il n'a pas d'idée de ce qui pourrait l'intéresser. Il y a peu de rencontres, il y a peu de. Tu vois, quand on est en école à la maison, des rencontres et des possibilités d'inattendus, il y en a plein. Mais quand tu es enfermé dans une école où rien ne sort, rien ne rentre, il n'y a plus cette spontanéité à aller vers. Alors heureusement, il passe du temps à l'école, heureusement. Et en fait, c'est sa limite, quoi, beaucoup. Oui, ça me fait penser à la pensée de John Holt. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller lire Les apprentissages autonomes. Donc, c'était un éducateur américain qui est décédé en 1985. Il a beaucoup écrit au sujet des méthodes d'enseignement alternatives, que ce soit homeschooling, unschooling, on va en parler tout à l'heure. Il explique dans son livre que l'apprentissage n'est pas le produit de l'enseignement. Disons que l'éducation n'est pas exclusivement le fait de l'école publique ou de l'enseignement formalisé comme on peut le concevoir aujourd'hui. Ça me renvoie à ça. Et oui, puis c'est même fou, hein. Moi, mes enfants, j'ai une petite copine qui va à l'école, elle dit « Oh, tu vas pas à l'école, mais t'apprends rien !» Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience d'école à la maison ? Et oui, assez spontanément, nous, avec notre premier enfant, bon, l'école n'était pas obligatoire avant 6 ans à ce moment-là, nous, on lui a pas proposé d'aller à l'école, parce que voilà, c'était après la fermeture de l'école que j'avais créée, en plus, il avait pile 3 ans à cet âge-là. On s'est retiré en Ardèche à ce moment-là, et nous, on lui a pas proposé d'aller à l'école, parce que voilà, j'étais à la maison, ça nous allait bien de vivre comme ça. Il a voulu essayer d'y aller un petit peu. Parce que, par contre, oui, j'ai animé le centre de loisirs et ça se passait dans l'école, donc ça lui a donné un petit peu envie d'aller voir ce qui se passait là-bas. Il a essayé un petit peu, puis non, en fait, assez vite, il voulait plus dessiner parce que il voulait plus colorier parce qu'il dépassait. Quelqu'un m'avait dit qu'il dépassait, donc il fallait plus. Après de l'école, en plus, on crie strident. Enfin, ça veut pas dire que toute expérience sera comme ça. Hein, voilà, c'est juste, ça a été une autre expérience. On a vu que ça lui faisait pas forcément du bien. Plus son petit frère est arrivé. J'étais à la maison avec le petit frère et proposé, on m'a dit tu peux rester là. Voilà. Donc il a plus envie d'y retourner. On est tout le temps en train de chercher l'équilibre et comment aménager notre vie de famille pour que ça se passe bien pour tout le monde, cette école à la maison. Le deuxième n'a jamais été question de le mettre à l'école. Voilà, donc l'école à la maison ensemble, donc c'est moi qui suis avec eux 4 jours et demi par semaine et le papa fait demi-journée, puis plus 1 heure par jour. Enfin, on s'aménage en fait parce qu'on est tous les deux en activité libérale, donc on s'aménage nos temps et c'est chouette pour plein de choses. Le respect du rythme des saisons déjà, ça c'est quand même fabuleux parce que on passe énormément de temps dehors, 6 mois par an. Et puis là, après, à partir du 1er novembre, là, ça a été bien net. On retourne à l'intérieur, on ressort nos dessins, nos cahiers, nos jeux, nos livres, petites décorations. Voilà. Donc on respecte ça, quoi. Et puis sinon, l'été, on passe plein de temps dehors, au jardin, en forêt. Oui, il y a une forme de liberté. Oui, voilà, et de pouvoir vivre au rythme des saisons, quoi. Vraiment les connaître, les saisons. On peut apprendre les saisons à l'école en faisant des collages de l'automne avec des feuilles mortes et tout. Mais on peut vraiment les vivre sinon, tu vois, les saisons. Alors, tu parlais de unschooling. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, alors on dit unschooling quand c'est pas à l'école à la maison, justement. En fait, juste c'est la vie l'école. Et on fait confiance que les enfants vont apprendre de manière autonome. Et là, on va être un petit peu, à moindre mesure, parce qu'on n'a plus un groupe à gérer, mais on va être un petit peu comme l'institut du 3e type qui va penser l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse développer tous ses langages et tous ses apprentissages et compétences. Et on dit homeschooling quand on dit non, je vais faire l'école à la maison. Donc ça veut dire qu'à partir de
Au moment où on se dit homeschooling, c'est moins l'instit à la maison. Donc, de telle heure à telle heure, on fera ça. On a acheté telle méthode de lecture, on a acheté tel cahier en maths, en français, aide. Voilà. Tu te situes où, toi, entre ces deux Alors, méthodes? nous, c'est sûr qu'on a plus été attirés par le côté unschooling. Et en même temps, c'était rigolo parce que quand on faisait unschooling, les moments où on s'amusait à fond avec mon fils aîné, c'était quand je jouais à la maîtresse. Donc, je jouais à la maîtresse, il jouait à l'élève et tout. On s'amusait bien. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est important de s'adapter à l'enfant et qu'est-ce qu'on peut lui proposer vraiment. Alors, tu vois, l'an dernier, c'était pas du tout une bonne période pour aller à l'extérieur avec tous les confinements, les restrictions. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment dans un environnement assez favorable pour que tout vienne de manière autonome. Plus, il faut bien prendre en compte la personnalité de l'enfant. Hein. Notre grand, c'est un enfant, je sais pas du tout les étiquettes, mais bon, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence, hypersensible, avec ça fait plein de choses à gérer au quotidien, et au niveau des apprentissages, ça fait quand même des choses particulières. Que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, ça lui faisait du bien de structurer un minimum. Donc, on est parti sur une mission à la semaine où 5 fois dans la semaine, il y aura lire, écrire, compter. Donc, il y a des petites icônes comme ça. Tant de fois, après, on l'a fait ensemble. Donc, tant de fois dans la semaine, il fera des jeux de logique. Il y a une icône jeu de construction, sortie en forêt, aller au jeu de peindre, faire de l'origami. Enfin, on l'a fait ensemble, en fait. Mais on structure des activités qui auront lieu sur la semaine, dont au moins 5 jours où il y aura lire, écrire, compter. Oui, ok. Donc, on a trouvé ces petites structures-là. Et là, souvent, c'est le matin. Je trouve ça que c'est le matin, c'est plus efficace pour eux. Et on prend un temps, école à la maison, où il y a plein de possibles. Hein. Après, j'ai plein de matériel. Hein. Ça prend plein de formes différentes. Mais voilà, on va faire un temps où je vais lui proposer. Mais c'est toujours aussi, on voit ensemble. Hein. S'il a envie d'écrire à quelqu'un, hop, ça va être ça l'écriture du jour. C'est lui qui choisit le livre aussi. Alors, évidemment, on rédige ensemble. Mais avec quel livre il apprend à lire. J'aurais pas choisi Choupi fait un bonhomme de neige, tu vois, par exemple. Mais c'est ce qui se présente. Donc, il y a un minimum de structure qui est arrivé là. Et en même temps, c'est rigolo, j'observe avec le petit de 3 ans qui a un modèle d'un grand qui apprend à lire, à écrire et à faire des maths. Alors, lui, c'est tout en apprentissage autonome, du coup, ça se passe. Et Choupi fait un bonhomme de neige, il l'a appris en même temps. Il l'a retenu. Donc là, on va aller à l'inspection au mois de janvier avec un petit de 3 ans qui va arriver avec 3 Choupi sous le bras disant « Je sais lire ». Oui, parce que l'école à la maison, ça implique d'avoir aussi des rendez-vous avec les inspecteurs. Oui, 1 fois par an. Voilà. Tous les 2 ans avec quelqu'un de la mairie et 1 fois par an avec les inspecteurs. Parce que l'instruction est obligatoire quand même. Donc, on va montrer qu'on met les moyens pour que nos enfants apprennent. Et ils vont mesurer qu'il y a bien des progrès de fait. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est sortie récemment par rapport à l'école à la maison? Aussi. Si. Oui, en fait, pour ceux qui sont en école à la maison cette année et pour qui le contrôle pédagogique va être positif, il n'y aura pas de problème pour continuer l'année prochaine. Et encore pareil pour celle d'après. Par contre, pour les autres, il va falloir faire une demande. Ça ne sera plus un droit. Aujourd'hui, quiconque souhaite instruire ses enfants en famille le déclare, que ce soit fin août ou à n'importe quel moment de l'année. On peut choisir de retirer ses enfants de l'école. C'est une déclaration qui est à faire à la mairie d'habitation et à l'inspection, où on dit je m'appelle comme ça, mes enfants s'appellent comme ça, sont nés à telle date, sont à présent en instruction en famille. C'est un droit. Voilà. Ça impliquera qu'il y ait ce rendez-vous avec la mairie, ce rendez-vous avec l'inspection pour vérifier qu'on met bien les moyens en place et qu'on progresse. Malheureusement, avec cette nouvelle loi, ce ne sera plus un droit. Il va falloir le demander. Ça va faire une demande d'autorisation. Donc ça, c'est déjà passé? Oui, mais c'est pas encore en vigueur. C'est à partir de septembre prochain. Voilà. Après, on va voir ce qui est vraiment mis en œuvre. Pourquoi ça sera accepté, pourquoi ça ne le sera pas. J'espère que ça restera une histoire d'humain compréhensif et intelligent.
Est-ce que tu penses que l'école à la maison doit forcément se faire avec le parent ou est-ce qu'il peut y avoir des personnes, ressources? Ah ben, je souhaite de tout cœur pour les enfants qu'il y ait des personnes ressources. Parce que sinon, avoir tes parents sur le dos tout le temps, c'est chouette que les parents ils soient en recherche aussi sur la parentalité et la qualité de la relation, parce que sinon ça peut vite devenir l'enfer en fait pour les enfants. Oui. Et les enfants, ils ont besoin de voir d'autres mondes, hein, donc oui, des personnes ressources, oui. Ben, autant en ressources, déjà les grands-parents en fait quand ça peut, hein. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, quand ça c'est possible, bon, c'est vraiment super. Et après même, il y a des cas où ça peut être un grand-parent qui est à la retraite qui assume l'instruction. Hein, c'est pas obligé que ce soit le parent qui assume l'instruction. C'est juste à déclarer, et à ce moment-là, si c'est le grand-parent, c'est lui qui ira aussi à l'inspection pour expliquer comment ça se passe. C'est pas forcément le parent. Et après, des personnes ressources, oui, c'est l'exploration du vaste monde, hein, comme dit André Stern, et on a besoin. Déjà, c'est aussi très clairement, hein, nous en tant que parents, il y a des sujets où on va pouvoir être vraiment ressources, et il y en a, on ne sera pas du tout. Est-ce que c'est accessible à tous les parents, finalement, cette méthode-là? De faire l'école à la maison? Oui. Oui. Et en même temps, ça demande un aménagement de la vie de famille réel. Très clairement. J'aime bien André Stern dans sa conférence, il explique, il dit mais en fait, mes parents ont décidé de l'instruction en famille et c'est à partir de ça qu'ils ont mis en œuvre leur manière de vivre. Hein. Parce qu'un raccourci bien trop facile serait de dire vous êtes des privilégiés, vous pouvez. Je ne dis pas avec combien on vit par mois, mais c'est loin d'être énorme, hein, très clairement. C'est des choix de vie. Donc à un moment, on a choisi qu'on allait vivre l'instruction en famille et donc on a adapté nos manières de travailler, nos manières de dépenser de l'argent, nos besoins à ça et l'organisation de la famille. Je vous cache pas que de l'Ardèche, j'ai dit on rentre en Creuse pour être auprès de mes parents aussi, parce que avoir les grands-parents à côté, c'est très précieux, hein. Et puis cousine, du monde à côté, et bon, c'était autre chose aussi au-delà de ça. Grand amour pour la Creuse, mais c'est difficile quand on est seul, très clairement. Très clairement, ça l'est. Et je connais quand même des mamans solo qui le font, hein. Mais c'est super quand même de pouvoir s'entraider. Et voilà, grâce aux réseaux sociaux, nous, on a créé un petit réseau. Là, j'ai juste lancé l'idée au mois de septembre que tous les jeudis après-midi, on se retrouvait pour faire une balade en Creuse avec les non-scopes. Et hier, il faisait 2 degrés, il y avait du brouillard. On était quand même une dizaine de familles avec des enfants, du bébé jusqu'aux ados, à se promener dans le joli village de Sermure, quoi. Donc, parce qu'on a envie aussi, les parents, de nous être ensemble et de se souder. Donc, oui, il faudrait vraiment pas le faire tout seul. Il faut pas s'arrêter non plus à se dire, je connais personne aujourd'hui qui le fait. Parce que voilà, on bénéficie des réseaux sociaux. Les réseaux permettent aussi, se mettre en lien. C'est sûr que si on est dans une grande ville et qu'on a accès à tout un pan culturel, artistique et on a plein de possibilités de visite, c'est sans doute plus simple. Nous, à la campagne, on sait vraiment on sait qu'on va prendre la voiture, hein, plusieurs fois, pour pouvoir aller rencontrer d'autres personnes. Tu parles de l'importance de se positionner, de faire le choix d'abord. Et finalement, on n'a pas exploré qu'est-ce qui fait que toi, tu as fait ce choix-là? Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est vaste, hein, tu sais. Préserver la créativité de mon grand, ça c'était vraiment hyper important. C'est un enfant qui est hyper créatif, mais très très sensible, tu vois. Et cette sensibilité, cette créativité, malheureusement, dans une école classique, elle peut pas être préservée, tu vois. Aujourd'hui, il pourrait pas s'habiller avec des caleçons roses et mettre des dauphins et des licornes partout dans sa chambre. C'est pas que ça, hein, je réduis bien sûr pour donner l'exemple, mais il a une telle créativité, tu vois, le matin il se lève et par exemple il a conçu une guirlande en origami de Noël, mais avant d'aller manger, tu vois, déjà, c'est cette spontanéité là qu'on avait vraiment à cœur de préserver. Et puis le rapport à la nature et au cycle des saisons, ça c'est vraiment aussi. Après, si on avait eu une école hors contrat qui fonctionnait à côté de chez nous, on serait intéressé et c'est possible que
qu'ils soient allés. Là, c'est pas le cas. Ce serait quoi le format idéal pour toi? Le format idéal, pour moi, c'est l'école à la maison avec un lieu de ressources. Maison ressources dans le village. Et moi, j'avais pensé ça en arrivant ici, je voulais ouvrir un café ludothèque, que ce soit cet espace de ressources. Bon, la crise est arrivée et ouvrir un café. Mais pour moi, c'est ça l'idéal, c'est chaque famille assume l'instruction de ses enfants et il y a une maison, il y a la maison des jeunes, tu vois, la maison des enfants, la maison des jeunes, où on peut partager du matériel, où on peut se retrouver pour mener des projets ensemble, où il y a aussi un espace dedans, dehors. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir malheureusement qu'en France, on est dans l'illégalité si on se retrouve à plusieurs familles pour faire de l'instruction. On peut se retrouver pour se balader, on peut se retrouver pour jouer. D'accord. Mais on peut pas se retrouver pour faire des choses sérieuses. Non, mais c'est passible d'amende et d'interdiction d'ouvrir une école. Ça passerait pour une école cachée. Tu peux pas, genre t'es deux familles voisines, tu peux pas te dire on fait des instructions en famille ensemble. T'as pas le droit, quoi. Ouais, non, c'est fou, hein. Et il faut savoir qu'il y a ça décrit dans la loi, hein. Et que même si ça existait aujourd'hui une maison des enfants comme je l'imagine, je serais dans l'illégalité si je ne déclarais pas une école et que des enfants venaient sans leurs parents et qui se mettaient par exemple à créer un journal. Oui, ok. S'ils se mettaient à faire des maths ensemble, si on faisait de la géométrie, moi je suis passionnée de géométrie sacrée, par exemple, on pourrait passer pour une école illégale. Une école cachée. Ouais, ok, c'est ça. Donc, mon idéal de exister avec la loi actuelle de ce pays. Mais j'ai espoir qu'il puisse arriver. Alors, dans l'idéal de la loi actuelle de ce pays, une super école de 3e type, multi-âge, ce serait ça l'idéal. Ouais. Est-ce que tu as un message, un mot de la fin, un message à passer, une conclusion? Alors, il y en aurait plein. Si on reste sur ce sujet-là, s'il y a des mécènes qui veulent contribuer à l'existence d'écoles du 3e type, surtout n'hésitez pas. Parce que si ça existe si peu, ça existe dans le public, hein, ils vont pas te le dire ouvertement, mais si ça existe si peu, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut à la fois un local et il faut de l'argent, très clairement. Et il n'existe pas l'argent pour ça. Tu vois. Ok. Voilà. Ensuite, un message pour les familles. On n'a pas parlé de ce qui est... alors je vous ai parlé de la créativité, de la nature en premier, mais il est clair que pour moi aujourd'hui, mes enfants, ils iraient pas à l'école avec ce qui s'y passe, avec ce qu'ils leur est demandé. Voilà. Donc j'ai aussi envie de donner un élan de positivisme, je sais pas comment on dit, mais pour dire aux parents qui acceptent pas en fait vraiment de ce qui est vécu pour leurs enfants, ils sont capables aussi de passer en école à la maison. Il faut pas s'imaginer que c'est pour les privilégiés, c'est pas vrai. Il faut pas s'imaginer parce qu'ils ont jamais été instits qu'ils peuvent pas, c'est pas vrai du tout. Alors, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'au moment où je vais à l'inspection, je connais leur jargon et puis ils peuvent pas me faire de ce qui serait à l'école. Voilà. Et puis que j'ai réfléchi à plein de trucs et sur comment on apprend le français et les maths. Mais c'est pas grave en fait. L'ingrédient le plus important pour passer en école à la maison, c'est l'amour pour votre enfant. C'est ça. Oui. C'est ça le plus précieux. S'il y a vraiment un élan d'amour pour vos enfants et qu'au niveau de vos valeurs, ça marche, ça passe pas ce qui est vécu pour vos enfants aujourd'hui, croyez plus en vous, en fait. Chacun est capable et peut-être que ça durera qu'un temps et qu'après ça sera possible de mettre les enfants à l'école dans de bonnes conditions. Et puis il existe peut-être plein de gens autour de vous finalement qui le font et avec qui vous allez pouvoir vous entraider et voilà. En tout cas, moi j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir proposer aussi ça, de l'accompagnement concret aux familles pour réussir à faire ça, l'école à la maison. Oui, d'ailleurs, je mettrai le lien vers ton site s'il y a des personnes qui sont intéressées pour te contacter. Est-ce que tu as des lectures, des livres à conseiller qui t'ont aidé dans ton cheminement et qui pourraient aider les personnes que ça intéresse? Oh oui, j'adore lire et j'adore faire les allers-retours entre ce que je lis et ce que je vis. Mon livre le plus précieux, malheureusement, il est en anglais. Il n'est pas encore traduit. Il s'appelle Listen de Patty Whitflair. Listen de Patty Whitflair. C'est pas du tout sur les apprentissages, c'est sur la parentalité. Ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce livre? C'est hyper concret. Moi, j'aime les livres qui sont hyper concrets. C'est les outils très clairement de base
pour le quotidien avec les enfants, pour vivre avec un maximum d'harmonie en fait avec eux et les aider à se sentir bien et être bien avec eux. Parce que très clairement, quand on se projette en école à la maison, si chacun est pris dans ses tourmentes et dans ses blessures et dans ses schémas égotiques, c'est la cata. Oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Mais oui. vraiment. Tout le côté émotionnel. Ouais. Oui. Et ce livre, il donne 5 outils de base que, alors, c'est pas parce qu'on les aura lus qu'on va savoir les mettre en place tout de suite, hein, Oui. mais ça va vraiment donner, ça va éclaircir et dire ah ouais, il y a ça qui existe, c'est possible, et peut-être donner l'envie d'aller trouver d'autres parents qui le pratiquent pour apprendre, voilà, pour pouvoir vivre plus en harmonie, plus de joie avec les enfants. Chouette. Ok. C'est le premier. Après, école du troisième type, si ça vous intéresse, vous pouvez lire Chronique d'une école du troisième type de Bernard Collot. Ça, c'est le plus accessible. Et si vous êtes déjà un petit peu plus penché sur le sujet, directement l'école du troisième type de Bernard Collot. Ok, il y en a 2. Ok. Voilà. Et Qui veut jouer avec moi de Laurence Cohen aussi. Super. Parents épanouis, enfants épanouis de Faber et Masnitch. Développer le lien parent-enfant par le jeu. Allez, ok, on a toute une bibliothèque. Super. Oui, il y en a plein qui sont précieux. Oui. Ok, super. Eh ben, je te remercie pour ta participation, pour le partage de ton expérience. Tu sais que la porte reste ouverte si jamais tu veux venir t'exprimer à nouveau. Et puis moi, je mettrai tous les liens sous la vidéo YouTube pour que les personnes puissent te recontacter facilement. Merci. On s'arrête là ? Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Jessie. Le témoignage d'Émilie est édifiant. Il montre que l'on peut déconstruire la vision de l'enseignement telle qu'elle nous a été jusqu'ici transmise, avec l'aide des élèves les plus difficiles, qui ne sont donc pas forcément des menaces, mais bien plutôt des opportunités pour l'école. Il est possible de défaire la posture de l'enseignant, non pas en dominant une classe, mais en l'organisant, et plus important encore de démolir pour son bénéfice direct le dogme de l'enfant intrinsèquement incapable. Au passage, c'est aussi le dogme de l'adulte incapable d'enseigner, à entendre d'assurer l'éducation selon les critères questionnables de l'éducation nationale, qui est largement altéré. Toute cette déconstruction se fait, comme le dit Émilie, par une succession de petits pas. Ce sont eux qui permettent de faire doucement passer les enfants d'une place de spectateur de leur éducation à celle d'auteur, via le rôle d'acteur de leur apprentissage. Il est frappant et enthousiasmant de l'entendre dire, dès lors qu'on aménage avec bienveillance un espace dédié, que les enfants s'approprient la responsabilité de leurs apprentissages, c'est-à-dire qu'ils se ressaisissent de l'envie et de la motivation d'apprendre. C'est bien là l'esprit des apprentissages autonomes. En prenant pour référentiel le vécu et les centres d'intérêt de l'enfant, ces types d'apprentissage ne se soucient plus de valider à tout prix et à marche forcée une liste de connaissances à acquérir à un âge donné. Ils prennent pour éléments organisateurs centraux l'envie et le rythme de l'enfant. Dans les prochains épisodes, on s'intéressera davantage aux écoles démocratiques qui fondent en partie leurs principes sur les apprentissages autonomes de l'enfant. À bientôt!